Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour attaquer donc la deuxième vidéo du cours sur la culture, du second cycle. La culture a-t-elle pour signification d'exprimer notre appartenance? Alors, dans cette première partie, Grantin, nous allons réfléchir donc à l'émancipation et l'appartenance. Est-ce que, en fait, le but de la culture, enfin, oui, est de viser à l'émancipation et de quelle façon? Alors, le problème qui va m'intéresser particulièrement dans cette vidéo, c'est de chercher comment le sens identitaire ou le sens d'appartenance est apparu, par suite de quelles circonstances le mot culture en est venu à désigner quelque chose finalement qui est quasiment à l'opposé de son sens initial, de son sens cicéronien. Alors grand 1, donc la culture exprime l'émancipation ou l'appartenance. Alors, oui, nous allons parler à cette occasion de Herder, Herder dont vous avez vu le portrait à droite sur le carton d'introduction, et aussi un peu de la forêt de Sherwood, vous allez voir. Alors, petit 1 de l'émancipation à la violence. En fait, le sens initial du mot culture désigne l'émancipation par l'universel. Je veux dire par là l'émancipation par l'instruction, par le travail intellectuel, donc par le fait de comprendre certaines idées, certaines valeurs qui possèdent donc une validité universelle, et qui ne soient pas simplement circonscrites à la société où je suis né. C'est-à-dire à non pas avoir simplement les opinions d'un lotois du XXIe siècle, mais essayer en fait de se hisser au-dessus de son appartenance pour essayer voilà, de rejoindre en fait des vérités qui sont qui ne correspondent pas forcément aux opinions de la société dans laquelle nous vivons. Voilà, c'est le sens initial. Mais vous voyez que à partir de ce sens romain, de ce sens latin élaboré par Cicéron, eh bien les latins, on dirait finalement très vite une conséquence coloniale, puisque c'est cette même société qui allait devenir un des plus vastes empires coloniaux de l'Antiquité, justement peu après que Cicéron eut formulé cette exigence, cet idéal de la culture. Alors, le colonialisme romain s'appuie effectivement sur une politique d'assimilation des populations en imposant donc la culture romaine dans voilà, des provinces un peu barbares, comme, je sais pas moi, la Gaule voilà, était peuplée de Celtes chevelus et hirsutes et un peu sauvages, et les Latins, en fait, alors ils n'ont pas fait ça que par la violence quand même, mais bon, ils sont parvenus en fait à imposer la culture romaine, par exemple, dans ce pays de sauvages qu'était la Gaule. Bon, alors, euh, est-ce que c'est une violence? Est-ce que en fait on serait plus libre aujourd'hui si en fait on parlait une langue par exemple qui n'est pas une langue latine mais qui était en fait une langue héritière du celte? Enfin bref, en fait si on parlait breton quoi. En gros, ou bien est-ce que je veux dire, l'assimilation romaine a aussi quand même des aspects tout à fait positifs, bon, mais c'était peut-être pas qu'une œuvre de violence. Alors, donc le sens classique de la culture. Je laisse Cicéron de côté. Le sens classique de la culture est à peu près le même que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'on prend par exemple ce moment d'apogée de la culture européenne que constitue le siècle des Lumières, eh bien, on s'apercevra facilement que le mot culture a à cette époque le sens d'une émancipation par la réflexion personnelle. C'est-à-dire que l'ambition de la culture des Lumières, la culture que promeut la pensée des Lumières, le sens de cette culture, c'est une exigence donc d'instruction, un effort personnel de travail et de réflexion pour s'émanciper des préjugés, notamment des préjugés religieux, mais pas seulement, les préjugés monarchiques aussi, les préjugés en fait, voilà, de l'ancien régime. Et c'est le sens voilà, du mot critique, enfin c'est le sens de l'exigence critique, pardon, que formule Kant, notamment à travers ce célèbre texte qui est la première page, vous vous souvenez, la première page de l'opuscule Qu'est-ce que les Lumières? Alors,
dans cet opuscule, finalement, Kant fixe de façon très claire ce que signifie le mot culture, hein, c'est-à-dire travail de l'esprit au XVIIIe siècle, autrement dit, un effort pour s'émanciper des préjugés de son temps. Il est évident que c'est ce genre de considération, de conceptualisation, qui conduira aux idéaux des révolutionnaires français de 1789, hein, qui, fort de leur lecture des penseurs des Lumières, alors peut-être pas de Kant, mais en tout cas, enfin, des penseurs, en tout cas des penseurs français, hein, de cette époque, renverse le pouvoir monarchique, renverse le pouvoir ecclésiastique et promettent la libération à leurs concitoyens, la libération des préjugés de l'ancien temps. Bon. Et très rapidement, dans la société française révolutionnaire, cette exigence de libération va se transformer en une aventure guerrière pour aller libérer ensuite les autres peuples d'Europe qui vivent encore sous le joug de la tyrannie, sous le joug de la monarchie, sous le joug des églises, etc. Et donc très vite, en fait, les idéaux des révolutionnaires français de 1789 va se transformer en une grande entreprise de conquête, hein, des pays limitrophes pour renverser les vieilles monarchies. Bon, il arriverait qu'initialement, les guerres révolutionnaires seront d'abord des guerres de défense, pas des guerres de conquête. Et il s'agit d'abord de défendre le territoire national contre les puissances monarchiques qui se coalisent pour renverser cette république euh, qui bientôt sera régicide après la mort de Louis XVI, hein, après la condamnation à mort de Louis XVI. Et la jeune République française va donc euh, enfin, réunir ses forces, hein, pour lutter contre ces empires et ces monarchies croulantes. Et effectivement, en fait, ces empires et ces monarchies vont s'écrouler finalement sous la poussée des révolutionnaires. Et cela va être finalement le fait voilà, de la guerre, des stupéfiantes guerres napoléoniennes, hein, qui voient s'effondrer les uns après les autres les empires et les monarchies européennes qui effectivement vivaient selon exactement voilà, des normes tout à fait analogues des normes de l'Ancien Régime français, c'est-à-dire finalement la tradition contre le droit, hein, le privilège contre l'égalité, et en fait ces sociétés étaient devenues finalement extrêmement fragiles et n'ont pas pu résister de façon très convaincante face aux idéaux révolutionnaires français, c'est-à-dire en fait fonder la société sur l'égalité et sur le droit et non pas sur la tradition et sur les privilèges. Bon, c'est ce qui fait que, par exemple, les armées françaises étaient beaucoup mieux organisées et beaucoup plus efficaces, finalement, que les armées européennes, puisqu'on avait placé à leur tête des gens capables, des gens compétents, des gens recrutés pour leur mérite, pour leurs compétences, et non pas sur leur titre de naissance. Voilà. Donc, cette culture française a effectivement emporté tout sur son passage. Mais le problème, c'est qu'évidemment, dans ce cas-là, c'était la traduction même du paradoxe que je citais en introduction, comment on passe de l'universalisme de la culture à l'entreprise coloniale, c'est-à-dire l'imposition d'un modèle culturel particulier à ses voisins. Et c'est ce qui va occasionner le sens justement de la naissance du deuxième mot, pardon, la naissance du deuxième sens du mot culture. Voilà, j'y arrive. C'est donc l'objet du petit 2. Alors, son opérateur s'appelle Herder. C'est dont vous avez vu la photo, pardon, le beau portrait, hein, dans le carton d'introduction. Alors, Johannes Gottfried von Herder, qui est un contemporain de Kant et qui a donc une vive polémique avec Kant sur l'usage du mot culture. Kant emploie le mot culture en allemand Bildung dans le sens de, alors Bildung en allemand c'est-à-dire la formation, hein, dans le sens de tout à fait, dans le sens cicéronien, hein, finalement, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et Herder, pour sa part, promeut un autre sens du mot culture. Pourquoi? Parce que Herder va être insupporté, comme beaucoup d'Allemands, par cet universalisme français qui se traduit en fait par une entreprise de et il va promouvoir en fait donc un autre sens du mot culture, Kultur, hein, Kultur. Et alors le mot culture en français, on va l'employer dans le sens de culture nationale, culture d'appartenance, culture identitaire, par analogie avec la langue allemande. C'est-à-dire que c'est la francisation de Kultur, du mot allemand Kultur, qui va donner culture au sens de culture bretonne, culture bavaroise, culture ce qu'on veut, hein.
Et en fait, voilà, ce que veut Herder, en fait, c'est substituer en fait à cet idéal critique qu'on trouvait chez Kant, il substituait en fait l'attachement aux racines contre l'exigence d'émancipation qui se retourne contre la religion, qui se retourne contre la tradition, qui se retourne contre en fait toutes les attaches, les racines. Hein, Herder veut réenraciner, pardon, excusez-moi, le sens du mot culture en faisant de la culture l'expression du moi national. Hein. J'emploie ici une expression que j'emprunte en fait à Fichte, un autre philosophe allemand un petit peu postérieur, hein, qui, dans sa philosophie, affirme la primauté du moi, et donc dans sa philosophie politique, la primauté du moi national, donc en fait finalement le nationalisme, ni plus ni moins. Hein. Et Herder met en avant ce concept que je vous ai indiqué ici, le Volksgeist. Alors le Volksgeist, ça veut dire l'esprit du peuple, hein, littéralement, c'est-à-dire en fait le génie d'un peuple, et Herder met en avant voilà, les coutumes, les traditions, les contes et les légendes, la foi populaire et même jusqu'aux préjugés. C'est-à-dire que tenir à sa culture, ce n'est pas tenir, enfin, chérir la culture, ce n'est pas comme veut Kant finalement essayer de rejoindre un peu des idées universelles éthérées et donc nier ses propres origines et ses propres racines, mais au contraire, c'est chérir tout ce qui a nourri l'enfance, tout ce qui est dans les racines, tout ce qui est dans l'inconscient, y compris les préjugés qui sont en nous. Et c'est à cette époque-là qu'en Europe, on va voir un grand mouvement, le mouvement de l'invention des folklores. Hein. D'où Robin des Bois. Oui, Robin des Bois, en fait, c'est une création de cette époque-là. Alors on imagine que Robin des Bois, c'est une sorte de figure historique dans l'histoire anglaise, vraiment très profondément enracinée. Bon, en fait, non, pas du tout. C'est un personnage qui apparaît dans des chroniques médiévales. Mais dans les chroniques médiévales, en fait, Robin des Bois, c'est juste un voleur de grand chemin qui assassine les gens, qui leur vole leurs biens. Bon, enfin voilà, c'est juste un bandit. Et en fait, il y a un romancier de génie qui sera sensible à ce concept de Volksgeist et qui est vraiment quelqu'un qui a très profondément forgé l'âme anglaise. C'est Walter Scott. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lui-même, il est écossais, comme son nom l'indique, il n'est pas anglais, mais il va mettre au point le mythe national britannique qu'est Robin des Bois. Alors, en fait, Robin des Bois, c'est un personnage qu'on voit apparaître dans le roman qui s'appelle Ivanhoe, Ivanhoe, que Walter Scott publie dans les années 1820, je crois, ou 1810. Enfin, vous voyez, on est vraiment exactement dans cette époque du romantisme européen. Et Ivanhoe est un bandit, en fait, non, pas, Robin des Bois est excusez-moi, un jeune noble déchu de ses titres et qui donc rejoint les brigands dans la forêt, qui va devenir un peu un supplétif d'Ivanhoe, hein, pour lutter contre le prince Jean. Et justement, le prince Jean représente tout à fait comment dire, un combat, une opposition tout à fait analogue à celle qu'on a décrite là entre Napoléon et les Allemands. C'est-à-dire que le prince Jean, en fait, représente les Francs qui oppriment en Angleterre les Saxons, parce que l'Angleterre est initialement peuplée finalement de gens de langue germanique, hein, les Saxons, et ces gens de langue germanique sont envahis à partir de 1066 par les Normands. Les Normands qui donc viennent en fait de France, hein, de Normandie, et qui vont, à l'époque de Guillaume le Conquérant, en fait, asseoir un pouvoir de langue française. Hein, bon, il y a beaucoup d'époques dans lesquelles, à la cour d'Angleterre, on parlait français. La langue de la noblesse, c'était le français, c'est-à-dire en fait la langue des Francs qui s'était imposée aux Saxons. Et en fait, enfin pas des Francs, excusez-moi, des Normands qui s'étaient imposés aux Saxons. Et donc, oui, tout à l'heure, je crois que j'ai dit franc au lieu de saxon, parce que les Normands, j'ai dit franc au lieu de normand, excusez-moi, puisque les Normands viennent de France. Bon. Et du coup, en fait, Ivanhoe, c'est quelqu'un qui lutte au nom de, enfin, Ivanhoe et
Robin des Bois, hein, ce sont donc des soldats déchus ou des nobles déchus qui luttent pour la défense du peuple saxon contre les oppresseurs normands. Hein, c'est de langue française. Et là encore, vous voyez l'analogie avec l'époque napoléonienne. Et en fait, évidemment, dans ce contexte, le personnage de Robin des Bois va devenir vraiment une création vouée à un immense succès qui va en fait rallier à elle bah, vraiment un tas de lecteurs, et au point que finalement, rétrospectivement, en fait, par une sorte d'effet de projection dans le passé, les Anglais sont devenir absolument convaincus que c'est un personnage historique, que ça existait, le bandit qui vole aux riches pour donner aux pauvres, etc., etc. Alors c'est une création et ainsi de beaucoup de traits des mythes nationaux et bref, enfin du folklore en général. Hein. Il y a d'ailleurs des côtés extrêmement positifs. Songez par exemple à, je sais pas, des gens extrêmement honorables. Enfin d'ailleurs, Walter Scott est quelqu'un de tout à fait honorable, hein, mais songez par exemple à ce qui se passe dans la musique de cette époque-là. Hein. C'est l'époque où des gens comme Franz Liszt ou bien Frédéric Chopin vont chercher, ou Johannes Brahms, un peu plus tard, vont chercher en fait dans les traditions populaires des airs et des façons de jouer de la musique qui vont complètement renouveler en fait la musique classique. C'est-à-dire que voilà, Chopin, bon, bah, Chopin puise dans le répertoire des airs populaires polonais, hein, et il laisse voilà des formes qui vont devenir absolument immortelles. Ce sont des polonaises qui sont voilà, ou encore des mazurkas qui sont tirés de voilà, musique populaire tout simplement. Hein. Alors l'aspect positif de ce mouvement, c'est un nationalisme qui a donc un aspect tout à fait émancipateur à cette époque-là, hein, c'est-à-dire que ces mouvements de retour vers la culture populaire vont occasionner en fait ce qu'on a appelé le printemps des peuples, c'est-à-dire un vaste mouvement européen de lutte contre les empires qui se sont reformés et qui oppriment en fait les nationalités. On appelait ça aussi le mouvement des nationalités. C'est ce qui fait que par exemple, voilà, le Chopin est un défenseur de la liberté et de l'indépendance de la Pologne, qui a été complètement en fait à cette époque-là anéantie et qui disparaît des cartes d'Europe puisqu'elle est annexée par la Russie à cette époque. Et ainsi de suite. Donc le nationalisme a une portée émancipatrice et libératrice, mais évidemment le problème c'est que un philosophe comme Herder deviendra par contre l'auteur de référence des nationalismes du XXe siècle qui, bon, très clairement, défendent le particularisme contre toute tentative d'universalisme. Hein. Et là, c'est nettement moins sympathique, c'est plus du tout les mazurkas de Chopin, là on parle des bruits de bottes et plus des valses au piano. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo, on verra donc dans la suivante le petit 3 et le petit 4.